Et parce que, je ne sais pas votre sensibilité, Monsieur le Président, et j'aurais souhaité m'en assurer avant de me permettre certaines digressions. Parce que, voyez-vous, c'est inévitable chez l'orateur que je suis, de temps en temps, cherchant l'idée, je me plais dans une topique singulière à évoquer des problèmes qui me sont familiers et que j'aime. Ma femme me dit toujours, qui est la gardienne de mes propos, ne tiens pas des propos politiques, tu es en France. Garde à l'esprit qu'ils sont presque tous de gauche. À vrai dire, Monsieur le Président, j'étais français avant la révocation de l'édit de Nantes. J'en ai de bons souvenirs. Et si je n'avais pas dû émigrer au moment de cette révocation, j'aurais assurément émigré en 89, probablement en 1848, certainement en 1870. Je ne doute pas que j'aurais quitté votre territoire en 1936. Je serais parti en 1968, en 81, et il y a à peu près 9 mois aussi. Donc, je n'avais pas vocation à être chez vous. Et donc, je ne tiens pas de propos politiques. Après cette précaution oratoire, j'en reviens à ma censure et je commencerai par vous parler de 1857. Richard Millet. En revanche, Catherine Millet et ses facéties charnelles ne posent de problème à personne. Renaud Camus. En revanche, quand cette jeune autrice bien sûr, pour qu'on ait des vocabulaires féminisants, cette jeune auteure, je ne sais pas comment on dit en France, chez nous, une digression, Monsieur le Président, je m'obstine à appeler les choses par leur nom et avoir davantage de fidélité à la grammaire et à l'académie qu'au mouvement féministe. En conséquence, un auteur serait-elle femme est toujours un auteur. En Suisse, un peu gangréné par les vents qui viennent de chez vous, en Suisse, on les appelle des auteurs, eux, des autoresses parfois, des autrices quand on est vraiment ambitieux. Je suis un peu dans l'embarras. Comment appeler une femme qui écrit, un malentendu donc, une femme qui écrit... Oui, mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous donner un autre exemple d'incroyable liberté, oui, qui faisait le commentaire clinique de son rapport incestueux avec son père. C'est Madame Angot, sauf erreur, qui n'a froissé la censure d'aucune manière, qui n'a brisé aucune des sensibilités puritaines que je vous devine. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la censure n'est plus tout à fait autour de la morale. En tout cas, plus autour de la morale et du sexe, pour faire court. Mais quelque chose a assuré la relève de la morale bourgeoise et religieuse, la bien-pensance. Aujourd'hui, les censeurs, ce n'est plus l'État, ce n'est plus l'Église, ce n'est plus l'autorité académique, c'est assurément les médias. Et pire, notre conscience collective, notre censure est abominable parce que nous l'avons intériorisée. Vous pouvez combattre un ennemi, nous ne pouvons pas combattre nos consciences à l'identique, nos pensées alignées, qui apparemment sont un fruit d'une évolution heureuse, mais qui fait qu'aujourd'hui, nous pensons tous de la même manière. Même vous, Monsieur le Président, qui n'est pas de gauche, même moi qui ne le suis certainement pas, mais tous ici sont d'une manière ou d'une autre démocrates. Qui encore pourrait exalter les sociétés élitaires? Ne pas être démocrate par goût, l'être par défaut. Tous ici ne doutent pas que les hommes aient une âme, et notamment que les femmes en soient pourvues depuis le concile de Tours du 7e siècle. Tous ici pensent qu'il n'y a pas de race. Pourquoi pas? Vous en êtes au point d'abolir le mot de votre Constitution. Chacun est persuadé que la porte de tous à la civilisation est le même, qu'il y a autant de talent dans un masque de Gon que dans les sculptures de Michel-Ange. Je le pense aussi, sans doute. Tous pensent que le sacré ne mérite plus d'être célébré. Et ne pas avoir le sens du sacré, vous qui connaissez les étymologies, c'est ne pas avoir le sens des hiérarchies. Nous pensons tous la même chose. Et nous sommes les censeurs. Les pensées discordantes, dissonantes, apparaissent comme des indécences insolites. Prenons garde. À force de penser bien, nous croyons bien penser. À force d'avoir de la morale dans nos pensées, elles manquent d'envol, d'intensité. Nos âmes sont molles à force de croire qu'il faut penser justement et avec morale. 1857, bien sûr. Alors, c'est le Deuxième Empire et l'apogée. C'est la fin de la guerre de Crimée.
sauf erreur, c'est à ce moment-là que commence la percée de l'isthme de Suez. Politiquement, la France est déjà nostalgique de sa révolution ratée, mais elle s'attend à de probables métastases. 48 en sera une. Notez, et c'est tout à fait intéressant, que Baudelaire a été révolutionnaire en 1848. Et il aura ces mots tout à fait extraordinaires plus tard en commentant, il a même écrit quelques articles dans une gazette subalterne. Il aura quelques mots plus tard en commentant sa jeunesse révolutionnaire. Il dira, qu'est-ce que c'est qu'un révolutionnaire? C'est quelqu'un qui a le goût pathologique de la destruction. C'est quelqu'un qui a une revanche à prendre. C'est quelqu'un qui a quelques lectures et qui vit le frisson littéraire. Je me dis cela parfois quand je pense aux révolutionnaires qui m'arrivent de croiser sous d'autres latitudes. Et je me dis cela parfois lorsque j'ai le bonheur de franchir ces frontières pour venir dans ce pays que j'aime inconditionnellement, ne serait-ce que parce qu'il a eu un XVIIe siècle. Alors, un révolutionnaire, que le goût de la destruction, on croit que c'est l'idéal, que non pas, c'est une revanche sur soi, quelques mauvaises lectures, et le vertige littéraire de la Révolution.